Eh bien, bonjour et bienvenue à cette conférence qui s'intitule aujourd'hui Bac et spécialité Histoire, géopolitique et sciences politiques, conseils pour réussir. Cette conférence s'inscrit dans un programme plus large qui a couvert plusieurs matières, que ce soit des épreuves du bac français, par exemple, précédemment, ou plusieurs spécialités. Nous avons déjà couvert la spécialité mathématiques. Nous avons un prochain rendez-vous la semaine prochaine sur physique-chimie. Nous aurons d'autres rendez-vous un peu plus tard sur le grand oral et sur également la spécialité philosophie. Donc aujourd'hui, histoire, sciences politiques, géopolitique et sciences politiques. Comme je vous le disais, cette conférence est donc enregistrée de façon à ce que vous puissiez la retrouver sur notre profil Facebook, sur notre chaîne YouTube. Pendant que j'y pense, et parce que vous le demandez souvent pendant la conférence, si vous souhaitez recevoir le support PowerPoint qui s'affiche devant vous, je vous encourage à nous le demander sur l'adresse mail qui est devant vous, donc contact@prépagrandesécoles.fr. Ça sera beaucoup plus facile pour nous de vous l'envoyer à partir de votre demande par mail. Voilà, donc je vous ai demandé de couper les micros de façon à éviter les nuisances sonores. Bien évidemment, nous allons faire des pauses régulières pour pouvoir répondre à vos questions, soit parce que vous aurez réactivé le micro, questions que vous pourrez poser oralement, soit également en utilisant le fil de conversation que nous allons regarder au fur et à mesure de cette conférence. Alors, comme d'habitude, j'ai besoin d'un peu de réglage avec mon Mac pour faire défiler les choses, mais on va y arriver, voilà. Donc aujourd'hui, je suis Christine Mélou, je suis la présidente de PGE-PGO et je suis accompagnée de Jérôme Callezène, que je vais laisser se présenter en quelques mots s'il le veut bien. Bonjour, merci Christine. Donc, je suis Jérôme Callezène, je suis agrégé d'histoire, diplômé de Sciences Po Bordeaux, et j'enseigne en partie l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques au lycée. Et je suis également prof d'histoire en classe prépa Sciences Po, et maître de conférence à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, en histoire urbaine et en histoire des cultures politiques. Voilà, et je suis à PGO depuis, je ne sais même pas Longtemps. combien de temps, mais depuis très longtemps. Merci Jérôme. Donc le sujet aujourd'hui, le centre, clairement, c'est cette spécialité dont va vous parler Jérôme, et je vais bien sûr lui passer la parole à ce moment-là. Je vais me permettre de faire deux choses. La première, une introduction sur ce bac et ce nouveau bac, et les aménagements de cette année aussi, qui ne sont pas forcément toujours très clairs pour tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs, Jérôme, à rebondir sur les informations que je pourrais partager à ce moment-là. Et puis, comme on veut vraiment axer notre intervention sur un point qui nous est cher, qui est qu'avec de bonnes méthodes, on peut aller beaucoup plus loin dans la réussite au lycée. Je me permettrai également de compléter les bons conseils de Jérôme par quelques conseils de méthode un peu plus générales. Et en particulier, je m'intéresserai aux deux sujets que sont l'attention et la mémorisation, puisque dans cette matière, on peut avoir besoin d'un peu de mémorisation pour réussir. Puis bien sûr, je vous dirai deux mots sur l'accompagnement PGE-PGO, mais ça sera de manière très rapide en toute fin de notre conférence. En règle générale, cette conférence durera à peu près 1 heure. J'espère que vous aurez 1 heure à nous consacrer. Alors, ce nouveau baccalauréat, je pense que vous commencez à être un peu familier avec les grands principes. Le grand principe étant le suivant. Précédemment à le bac que nous avons nous connu, la note finale du bac va être décomposée en 3 types de notes. Une épreuve finale, ce qu'on appelle le contrôle final, qui va compter pour 60% du résultat total. À l'inverse, à l'opposé, des notes de contrôle continu, qui sont donc les notes de tous vos bulletins de première et terminale, ces notes-là compteront pour 10% de votre résultat, la note finale de votre baccalauréat. Et entre les deux, sont apparues des épreuves d'une nature un peu différente, à l'intersection des deux. On appelle ces épreuves les épreuves communes en première et terminale, et qui vont compter qui auraient dû en tout cas compter pour 30% du baccalauréat à la fin. Je dis aurait dû parce que vous allez voir que les choses ont un peu changé.
pour raison du contexte que nous connaissons tous. Mais le principe à l'époque était que ces épreuves étaient un peu à l'intersection dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une seule note, mais de plusieurs notes réparties sur votre classe de première et de terminale. Mais en revanche, note suite à une épreuve qui serait une épreuve officielle, de nature épreuve officielle, dans la mesure où le sujet ça est issu d'une banque nationale de sujets, que les copies sont anonymisées et que les correcteurs, d'ailleurs, ne sont pas les correcteurs des étudiants du lycée. Donc voilà, 60% la note finale, 30% ces épreuves communes qui se déroulent en première et en terminale, et 10% le contrôle continu issu des DST de toutes vos 2 années de scolarité. Alors, avant de rentrer sur comment les choses ont un peu évolué récemment, je voulais vous présenter une autre lecture, peut-être à la fois plus détaillée, mais peut-être plus pratique, qui est pour moi une sorte de feuille de route. Mon objectif était là d'essayer de vous proposer une forme de route. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, j'ai réparti, j'ai regroupé les différentes matières concernées dans ce tableau-là. La première colonne, en partant de la gauche, c'est le coefficient de la matière. La colonne suivante, c'est le nombre de notes qui, tout ensemble, permettront d'avoir le coefficient 5. Et puis, vous avez ensuite quelque chose qui est un planning, une répartition, en tout cas théorique à l'origine, sur votre classe de première et la classe de terminale. Et donc, si on prend, par exemple, la première matière, qui est la matière d'histoire-géo, ce que ce tableau veut dire que cette matière d'histoire-géo, je ne parle pas de la spécialité, qui va être traitée différemment, d'où également quelques sources de confusion. Mais l'histoire géo dans le tronc commun, à la fin, aura un coefficient 5. Pour avoir cette note d'histoire géo tronc commun, vous auriez dû passer 3 épreuves, 2 pendant la classe de première, une au second trimestre, l'autre au troisième trimestre, et une au troisième trimestre de terminale. Et donc, le tableau veut dire que pour avoir un coefficient 5, chacune de ces trois notes comptait pour 1,7 en termes de coefficient, un petit coefficient 2. Voilà. Et ainsi de suite, pour l'ensemble des matières qui apparaissent dans cette première partie de tableau, qui correspondent à ces épreuves communes dont je vous parlais tout à l'heure, l'histoire géo, les langues vivantes. Également, on va voir apparaître dans ce tableau, qui devait suivre le calendrier que vous visualisez là, l'éducation physique et sportive évaluée en fin d'année terminale, l'enseignement scientifique ou mathématique selon filière générale ou technologique, et la spécialité suivie en la spécialité 3 suivie en première abandonnée en terminale, qui n'est donc évaluée qu'une seule fois. Donc ça, ce sont la première partie des épreuves et la façon dont les différentes notes arrivaient au fil du temps de votre première et terminale. Le dossier, donc c'est le contrôle continu pour coefficient 10. Et vous avez ensuite, dans la dernière partie du tableau, ces fameuses épreuves finales que sont le français. Donc on est sur le bac français, coefficient 10, avec 2 notes. Donc chacune de ces 2 notes qui ont lieu à la fin du troisième trimestre de première, comptant pour coefficient 5. Les 2 spécialités terminales, évaluées au second trimestre de terminale pour coefficient 16. La philosophie, le grand oral, évalué en fin de terminale pour respectivement coefficient 8, filière générale, ou 4 en technologique, et 10 pour le grand oral, ou 14 en filière technologique. Voilà, donc là, c'est exactement les mêmes informations que celles que vous lisez sur tous les sites un peu officiels actuellement. La seule valeur ajoutée que j'ai voulu avoir, c'est celle de les distribuer dans le temps et de vous montrer du coup le poids de chacune des épreuves, peut-être vous donner quelques clés sur l'effort à fournir à certains moments de votre première et de votre terminale. La conclusion qu'on peut tirer de ce graphique, pour moi, j'en voyais 2 importantes. La première, c'est le poids de la spécialité. Vous voyez qu'en faisant l'addition des coefficients, les 2 spécialités terminales auxquelles je vais rajouter le grand oral, puisque le grand oral porte sur une problématique issue des spécialités, on arrive à 16 plus 10. Donc, on arrive à 42% de la note finale du baccalauréat. Premier sujet. Et deuxième sujet, pour avoir en tête également, c'est que vous avez, je pense, tous
compris que la spécialité donc, de terminale allait être évaluée très tôt, mi-mars, je n'ai pas exactement les dates, mais Jérôme doit les avoir plus en tête. La raison de cette évaluation assez, on va peut-être même presque anticiper, elle est claire, elle est de permettre de pouvoir faire porter les notes de ces spécialités dans votre dossier sur Parcoursup. Et donc, permettre aux établissements du supérieur d'avoir une attention particulière sur ces notes de spécialité. La raison étant double, c'est que, vous avez choisi la spécialité, donc on part du principe qu'elle vous plaît et que donc on attend de vous un niveau académique supérieur. Il y a un niveau d'exigence plus important sur cette matière puisqu'elle correspond à quelque chose qui vous plaît, que vous avez choisi. Et deuxième point, l'idée derrière la suppression des filières est de permettre à des étudiants de choisir des spécialités aussi qui seront en rapport avec leur poursuite d'études. Et donc, il est normal que les établissements supérieurs regardent ces matières qui devraient être les prémices peut-être de la poursuite d'études que vous aurez ensuite dans le supérieur, avec un peu plus d'attention que d'autres matières de tronc commun ou que d'autres matières que vous avez suivies pendant toute votre première et votre terminale. Donc oui, ces spécialités, c'est la raison du coup pour laquelle nous, on se concentre beaucoup dans ces conférences et dans notre accompagnement, sont des éléments essentiels, pour le bac, mais aussi pour le dossier Parcoursup et donc pour l'accès à vos études supérieures ensuite. Alors après, ça c'était la théorie. Ce que j'ai voulu mettre là en évidence, c'est les perturbations que vous avez tous vécues et que, suite à la crise sanitaire, en 2 temps. D'abord l'année dernière et ensuite cette année. Donc l'année dernière, donc j'ai remplacé les notions de premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre par première épreuve des épreuves communes, E3C1, deuxième épreuve, E3C2, troisième épreuve, E3C3, parce que c'est la façon dont on en parle aussi souvent et ce n'est pas forcément très évident de faire ce lien entre les moments où ces épreuves se passaient et C1, C2, C3. L'année dernière, la première épreuve a eu lieu, donc C1, premier trimestre a eu lieu. En revanche, à cause de la crise sanitaire, il y a eu une annulation de la deuxième épreuve de 3C, troisième trimestre de première, et du coup, je pense que vous avez ça en tête, seules les notes obtenues lors de la première épreuve en première vont compter dans cette note finale. Je reste toujours sur mon exemple de l'histoire géo. De la même façon, l'épreuve de spécialité qui devait être passée en fin d'année a été remplacée par la moyenne des notes obtenues au cours de l'année de première. Même chose pour l'enseignement scientifique ou mathématique. Toute cette colonne qui correspondait à la fin de première, qui est en rouge et en surligné jaune, bien évidemment, n'ayant pas pu avoir lieu, a été soit remplacée par la première note, soit par l'ensemble des notes qui avaient été obtenues pendant le début de l'année scolaire. Donc ça, c'était la perturbation de l'année dernière. Cette année, vous en avez, je pense, déjà entendu parler. Je dirais que l'objectif, de mon point de vue, du ministère, c'est de faire en sorte que le bac cette année puisse avoir lieu, mais pour ça, on va dire peut-être d'alléger un peu la pression auxquels les élèves sont confrontés, sachant que dans certains établissements, les cours se font en partie à distance, ou la plupart des établissements, les cours se font en partie à distance, et que ce n'est clairement pas la situation la plus idéale pour préparer un baccalauréat. Et donc, le ministère a officialisé, pour l'instant en tout cas, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, 2 nouvelles, on va dire aussi de bonnes nouvelles. La première, c'est que les épreuves communes, cette année, l'épreuve qui aurait le 3C3, comme vous le voyez sur le tableau, sera remplacée cette année également par un contrôle continu. Donc l'épreuve n'aura pas lieu. De la même façon, on va vivre la même chose pour l'enseignement scientifique ou mathématique. Premier point, pour alléger la pression du baccalauréat sur les élèves de terminale. Et deuxième sujet pour alléger la pression du baccalauréat sur les élèves de terminale, les épreuves de spécialité. On a entendu parler, et après, et je vais passer du coup peut-être la parole à Jérôme sur plus spécifiquement sa spécialité à lui, parce que selon les matières, l'aménagement n'est pas exactement les mêmes, mais en tout cas, le principe est d'avoir un choix
dans les sujets qui seront proposés le jour de l'épreuve de la spécialité. Oui. Afin en particulier de permettre à l'étudiant d'avoir un sujet qui va correspondre aux thématiques qui auront été traitées par l'établissement, au cas où l'établissement n'aurait pas eu le temps de traiter, en tout cas de traiter bien l'ensemble du programme, l'ensemble de toutes les thématiques du programme, d'un programme qui est particulièrement lourd et dense en spécialité. Jérôme, est-ce que c'est votre lecture? Oui, très bien. J'en parlerai un petit peu après, D'accord. pour voir exactement combien de thématiques il faut avoir traité d'ici mars. Voilà, donc ça, c'était mon introduction sur le baccalauréat. Avant de poursuivre et de passer la parole directement à Jérôme pour parler de la spécialité qui nous occupe aujourd'hui, est-ce que sur ces épreuves de baccalauréat, vous auriez des questions à partager avec nous à travers le fil de discussion, par exemple? Ou est-ce que ce que je vous ai dit est à peu près clair? Ok, bah écoutez, on poursuit. Vous aurez largement le temps de revenir si jamais vous des questions, si vous avez comme moi l'esprit d'escalier, si des questions arrivent plus tard. Donc, je vais passer la parole à Jérôme pour nous parler de la spécialité, mais je vais, même chose, faire quand même deux mots d'introduction. La première, c'est un peu à titre de peut-être d'information. La première année où les spécialités ont été choisies, c'est-à-dire l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus, l'année dernière, Jérôme? L'année dernière, voilà. Voilà quelle a été la répartition du choix des étudiants parmi toutes les spécialités. Donc avec une forte dominante quand même des matières scientifiques et venant à ensuite sciences économiques, histoire géo qui tombent, on va dire, en deuxième position en termes de niveau de choix des étudiants. Et apparaît également, ce qui n'existait pas avant, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette introduction, les établissements du supérieur commencent à informer, ou clarifier peut-être, informer de plus en plus les étudiants sur quelles sont les spécialités qu'ils jugent eux-mêmes les plus en adéquation, en affinité avec la poursuite d'études concernées. Là, vous avez quelques exemples. Bien évidemment, tout ce qui est classe prépa scientifique recommande fortement maths, physique, chimie et SVT dans une moindre mesure. Les prépas, écoles de commerce, ECE et ECS vont disparaître pour être remplacées par une classe prépa générale qui proposera elle aussi le principe d'option un peu similaire à des spécialités. Les recommandations sur les spécialités sont un peu plus larges, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas vous lire l'ensemble de ce qui est écrit, parce que vous pouvez lire aussi bien que moi. Ce que je voulais dire surtout, c'est que, parce qu'on a beaucoup de questions de parents qui disent oui, mais quand on avait choisi les grilles, entre guillemets, de lecture, cette grille de lecture n'était pas communiquée. Est-ce qu'on a bien fait les bons choix de spécialité par rapport à peut-être aussi un projet d'orientation qui a mûri et qui a pu changer un peu, évoluer en tout cas un peu. Est-ce que les spécialités que nous avons choisies à l'époque nous permettront également toujours d'accéder à la poursuite d'études qui nous intéresse aujourd'hui? Ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, cette année, le maître mot est à l'indulgence. Sachant, ayant conscience de ce contexte-là. Et je vais vous donner un exemple. Les écoles de commerce post-bac annoncent que mois de septembre, elles vont proposer des modules de remise à niveau dans 2 matières que sont les mathématiques, pour des étudiants qui voudraient passer les concours des écoles de commerce mais n'auraient pas la spécialité mathématique. D'ailleurs, à ce sujet, Accès a également revu le contenu du concours en maths de façon à ce qu'il soit accessible à des étudiants qui n'auraient pas choisi la spécialité mathématique, ni mathématiques complémentaires. Donc, remise à niveau en mathématiques sur les écoles de commerce et remise à niveau également en SES pour ceux qui auraient choisi mathématiques, mais pas SES. Voilà, donc oui, il y a une grille d'adéquation, d'affinité entre les spécialités qui ont été choisies et la poursuite d'études supérieures. Néanmoins, dans un moment où on est en train de conduire un changement, les établissements supérieurs ont un discours d'indulgence et d'ouverture, ce qui est assez normal. Et je pense que ça sera suivi également à la rentrée. Donc, pas d'angoisse démesurée par rapport à cette adéquation. C'est surtout ça que je voulais que vous ayez en tête.
Et un point important également à avoir en tête, parce que je ne pense pas que vous ayez commencé à travailler encore sur votre grand oral, et qui illustre le fait que cette spécialité choisie se devait à l'origine et se doit quand même dans le principe d'être en adéquation avec votre poursuite d'études. Dans le grand oral, vous avez deux parties. La première partie est une problématique, est une exposé sur une problématique que vous aurez préparée avec votre professeur de spécialité. Et la deuxième partie sera une partie où on vous demandera de répondre à la question suivante. En quoi la question traitée donc, et votre spécialité est utile pour votre projet de poursuite d'études et même pour votre projet professionnel. Donc, on voit bien là la volonté derrière cette réforme que la spécialité choisie soit vraiment un tremplin vers votre poursuite d'études supérieures ensuite. Voilà, donc voilà, j'en ai fini, Jérôme, sur mes introductions et je vous passe la parole sur l'histoire géo. Ok, merci Christine. Je vais donc vous parler un peu de la spécialité HGGSP que vous me permettrez d'appeler Géopo. Bon, pour ceux qui sont déjà inscrits cette année et qui sont notamment en terminale, il y a 6 thèmes au programme que je vous ai remis. Alors les thèmes, il n'y a pas d'ordre en particulier. On les a intitulés, le programme et les concepteurs du programme les ont intitulés 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais les professeurs en fait peuvent les traiter dans l'ordre qu'ils souhaitent. Donc, thème 1, de nouveaux espaces de conquête, les océans et l'espace cosmique. Le thème 2, faire la guerre, faire la paix, forme de conflit et mode de résolution. En général, les profs ont plutôt commencé par ce thème cette année. Thème 3, histoire et mémoire, avec la mémoire des conflits, mémoire et justice. On parlera notamment des tribunaux qui essaient de juger les crimes qui ont été commis pendant la guerre du Rwanda en particulier. Le thème 4, un thème un peu particulier, un peu spécifique, qui est un peu géopolitique, identifier, valoriser et protéger le patrimoine, les enjeux géopolitiques. Thème 5 sur l'environnement entre exploitation et protection, un enjeu planétaire. Et le thème 6, l'enjeu de la connaissance. Alors c'est un thème un peu large qui a trait, par exemple, à l'éducation des jeunes filles, qui a trait au renseignement pendant la guerre froide, aux étudiants indiens, et qui a trait évidemment aux connaissances sur le cyberespace et tout ce qui a trait à la cyberguerre, par exemple. Christine, si vous voulez bien changer la slide, merci. Je veux bien si j'y arrive. Donc, 6 thèmes, en tout Ça va cas, arriver, vous n'en faites pas. Hop. vous aurez à traiter. Et parmi ces 6 thèmes, il faut, je crois, bien maîtriser le vocabulaire. Alors, ça me fait toujours rire, mais quand on regarde, alors c'est vrai toujours en histoire, c'est encore plus vrai cette année. Je ne sais pas ce que prennent comme drogue de temps en temps les concepteurs du programme, mais de temps en temps, il leur prend des envies de mettre en avant des éléments de vocabulaire très particuliers. Donc, il y a les thèmes, il y a les axes, il y a les jalons et il y a l'objet de travail conclusif. Il faut bien maîtriser ce vocabulaire. Alors, les thèmes, on vient de les voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans chaque thème, il y a une introduction, il y a 2 axes et il y a un objet de travail conclusif. Bon, soyons clairs, c'est une sorte de conclusion court, avec un éclairage sur des éléments particuliers en fonction du thème. Mais je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit ces idées d'échelle. Le thème, c'est donc l'ensemble de la thématique. Ici, je vous ai mis l'exemple du thème 2, faire la guerre, faire la paix. Et à l'intérieur de chaque introduction, à l'intérieur de l'axe 1, à l'intérieur de l'axe 2 et à l'intérieur de l'objet de travail conclusif, il y a 2, parfois 3 jalons. Les jalons, ici, ce sont les petits tirets. Je vais juste prendre votre question, Sophie, après avoir terminé ça. Donc, on a à l'intérieur de l'introduction, ici, celle-ci porte un titre, forme de conflit et tentative de paix dans le monde actuel, 2 jalons, le panorama des conflits armés actuels, l'essai d'une typologie autour de la nature des conflits, les acteurs et les modes de résolution. L'axe 1 est intitulé « La dimension politique de la guerre, des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux », 2 jalons. La guerre, continuation de la politique par d'autres moyens, c'est la phrase de Clausewitz, de la guerre de 7 ans aux guerres napoléoniennes, et le modèle de Clausewitz à l'épreuve des guerres irrégulières d'Al-Qaïda à Daesh,
Je ne vous décris pas la totalité des jalons. Mais vous devez impérativement maîtriser, et je sais qu'il y a certains collègues, et je ne leur en veux pas du tout, qui n'utilisent pas nécessairement ce vocabulaire parce que c'est un peu compliqué pour pas grand-chose en soi. Alors, on pourrait faire une thèse sur la valeur du mot jalon à l'intérieur du programme de géopolitique. Je pense que ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, maîtrisez bien ces éléments de vocabulaire. Le thème, de façon globale, il y en a 6. À l'intérieur du thème, introduction, 2 axes, objet de travail conclusif. Et à l'intérieur, 2, parfois 3 jalons. Alors, votre question, Sophie, est-ce que ces thèmes seront les mêmes pour les terminales de l'année prochaine? Alors, les thèmes, oui, mais ceux qui devront être traités, non, et je vais y venir dans la slide suivante. Donc, il y a 6 thèmes du programme qui sont à traiter en terminale, mais puisque vos épreuves de spécialité auront lieu dans la 2e quinzaine de mars, vraisemblablement, comme l'a dit Christine, mi-mars, en tout cas, elles seront prises en compte, ces notes, et elles devront être prises en compte dans les dossiers Parcoursup, donc vous les passerez avant. Il y a 4 des 6 thèmes qui feront l'objet de l'épreuve écrite de spécialité, et 4 des 6 thèmes qui vont changer, non pas chaque année, mais tous les 2 ans. Enfin, il y a des thèmes qui changent chaque année. Je vous ai mis exactement ce que j'ai trouvé sur le site du ministère. 4 d'entre eux sont l'objet de l'épreuve écrite terminale de spécialité qui a lieu donc en mars. Pour les années, alors je vais commencer par les années impaires, puisque, alors attention, l'année scolaire est à cheval sur 2 années civiles, donc nous sommes dans l'année 2020-2021. Pour ne pas faire d'erreur, on prend l'année du baccalauréat. Donc nous, on est dans la 2e partie de la phrase, on est dans une année impaire, puisque les étudiants, enfin les élèves qui sont en terminale passeront le bac en 2021. Donc pour le bac 2021, vous aurez comme élément du programme de l'épreuve écrite de terminale les thèmes 2, 4, 5 et 6. Donc, thème 2, faire la guerre, faire la paix. Thème 4, le patrimoine. Thème 5, l'environnement. Thème 6, l'enjeu de la connaissance. L'année suivante, 2 thèmes, vous le voyez, resteront au programme en permanence. Les thèmes 4 et 5. Donc, toujours le patrimoine et l'environnement. Et en revanche, non, pardonnez-moi, je me trompe. Les thèmes 1, 2, 3 et 5 sur l'année paire du bac, donc l'année prochaine. Donc le thème, la première thématique sur, j'ai oublié ce que c'était, la thématique 2 sur faire la guerre, faire la paix, la thématique 3, j'ai également oublié ce que c'était parce que je ne l'ai pas encore traité, mais je vais le traiter après. Merci Christine. Ouais, voilà, thème 1, les nouveaux espaces de conquête, et thème 3, histoire et mémoire. Et ensuite, on aura donc les autres épreuves. Donc attention, en tout cas pour cette année, ce n'est pas difficile. Thèmes 2, 4, 5 et 6. En revanche, les 2 thèmes qui n'auront pas été traités d'ici mars pourront servir, pas de façon obligatoire, mais ils pourront servir à des sujets de grand oral. Donc vous savez que pour les sujets de grand oral, il y en aura 2 à préparer, 2 questions à préparer. On peut faire, puisque vous aurez 2 spécialités, une question sur un élément d'une spécialité, une question sur l'autre spécialité, une question sur une spécialité, une question commune entre les 2 spécialités, si ça s'y prête. Et donc, logiquement, les professeurs traiteront dans la suite de l'année les 2 éléments du programme qu'ils n'auront pas encore traités. Donc, de septembre à mars, les 4 thèmes qui sont au programme des épreuves écrites, et ensuite, de mars, plutôt avril, jusqu'à la fin de l'année en juin, les 2 autres thèmes, dans le cadre de la préparation plus importante et plus intense des sujets de grand oral, mais il faudra quand même, je crois, les avoir définis auparavant. Alors, parlons maintenant des épreuves. L'épreuve de spécialité en géopolitique, elle dure 4 heures et elle est composée de 2 exercices dont il faut maîtriser parfaitement la méthodologie. Une dissertation, donc a priori à faire en 2 heures, et une étude critique de documents, a priori à faire en 2 heures. Alors l'élève
elle dure 4 heures, a le choix de moduler en fonction des épreuves. Je reste persuadé qu'il faut évidemment passer 2 heures sur chaque épreuve, alors à plus ou moins 5 ou 10 minutes près. Mais je crois qu'il ne faut pas jouer avec l'idée de je vais faire une super dissertation en 3 heures et puis l'étude critique de documents, c'est juste du commentaire de documents, je vais me contenter de paraphrases. Vous remarquerez également que j'ai mis étude critique de documents avec un S entre parenthèses à document. Il se peut qu'il y ait un ou deux documents. S'il y a 2 documents, ils seront de nature différente. Donc, il y aura un texte, et s'il y a un deuxième document, ce sera un document vraisemblablement plutôt iconographique, éventuellement un tableau de chiffres si le thème envisagé s'y prête. Alors, comme vous l'a dit Christine tout à l'heure, le ministère a annoncé qu'il y aurait exceptionnellement, cette année, en tout cas pour le bac 2021, 2 sujets de dissertation au choix et 2 sujets d'études critiques de documents au choix, automatiquement sur les 4 thématiques du programme qui sont à traiter. Donc, les thèmes 2, 4, 5 et 6, il y aura automatiquement parmi les 4 sujets, un sujet sur le thème 2, un sujet sur le thème 4, un sujet sur le thème 5, un sujet sur le thème 6. Ce qui, mathématiquement, vous permettra de faire l'impasse sur un des 4 thèmes. Alors attention, pas 2 des 4 thèmes. Parce que, imaginons que vous n'avez traité que 2 thèmes, ou que vous avez fait, ce qui sera très très mal, l'impasse sur 2 thèmes. Si en fait vous avez les 2 thèmes que vous avez traités qui tombent sur les 2 sujets de dissertation, ou inversement sur les 2 sujets d'études critiques de documents, vous n'aurez aucun moyen de traiter l'une des 2 dissertations ou l'une des 2 études de documents. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on a des sujets qui couvrent les 4 thèmes, un sujet chacun, vous devrez avoir traité au minimum 3 thèmes sur les 4. Bon, cela, Christine vous l'a déjà dit, c'est pour prendre en compte le fait qu'il y a des lycées qui se sont mis, la plupart des lycées se sont mis à des cours à moitié à distance, en tout cas en partie à distance. Parfois, on a des demi-classes, parfois, on a des classes qui viennent, puis d'autres qui sont à distance. Bon, évidemment, pour les professeurs, c'est un peu plus compliqué de suivre le rythme de ces thèmes qui sont en plus conséquents. C'est la première année que les professeurs les traitent. Beaucoup de professeurs d'histoire-géographie ne sont pas nécessairement spécialistes de géopolitique et on ne peut pas leur en vouloir. Donc, c'est difficile de séparer l'essentiel de l'accessoire et donc on en a beaucoup. Moi, j'avoue que je le fais aussi, qui apportent des connaissances, apportent beaucoup de connaissances et on prend du temps pour cela. Donc en tout cas, l'idée, ce sera d'avoir traité au minimum 3 thèmes sur les 4 qui sont imposés. Une information extrêmement importante aussi, sur quoi pourront porter les sujets de dissertation. Et là, je vais vérifier si vous avez bien retenu la maîtrise du vocabulaire. Donc, un sujet de dissertation ou un sujet d'étude critique de documents ne peuvent pas porter sur ça ne peut pas être déjà des intitulés exacts de thèmes, d'axes ou d'objets d'études conclusives. Le principe n'est pas la récitation de connaissances. Donc, il n'y aura pas de sujets qui sont la reprise exacte d'un intitulé d'axe ou d'un intitulé d'objet de travail conclusif, encore moins évidemment du thème. En revanche, un sujet ne peut pas porter sur un seul jalon. C'est trop précis. Donc, le sujet de dissertation ou le sujet d'étude de documents, d'étude critique de documents, devra porter sur au moins 2 jalons. Et ça ne peut pas être la reprise d'un intitulé exact d'axe, encore moins de jalons. Le but est donc, et c'est pour ça que ça s'appelle dissertation par rapport auparavant à l'épreuve d'histoire géo qui s'appelait composition, où on est plus dans la composition, dans la récitation. Ici, c'est vraiment une dissertation qui va demander de mêler divers éléments vus dans plein de jalons, d'aller piocher, sélectionner des connaissances à l'intérieur des différents jalons pour former une problématique et une dissertation. Même chose sur l'étude critique de documents. Alors, je rajoute également certains éléments sur l'étude critique de documents. L'étude critique de documents, par exemple, si elle ne porte que sur un document,
Vous allez me dire, ça va être complexe de ne faire porter un document sur plusieurs jalons, surtout que la plupart sont aux antipodes, souvent. En réalité, soit on essaie de trouver un texte qui fait appel à plusieurs jalons, soit on va pouvoir trouver un texte qui traite d'un seul jalon, mais la consigne va permettre de mobiliser des connaissances sur d'autres jalons. Il sera éventuellement possible de faire appel à d'autres thématiques ou des connaissances d'autres thématiques sur un sujet de dissertation qui portera sur un thème principal. Mais là aussi, l'indulgence sera de mise pour une première année, on le comprend bien, les circonstances sont assez exceptionnelles, et puis ça sera la première année véritablement de mise en œuvre en terminale de ces spécialités. Vous comprenez bien que le ministère ne veut pas de couac, ne veut pas de sujet démesurément difficile, et je crois que la consigne sera là aussi à l'indulgence. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on va mettre des bonnes notes à tout le monde, mais je crois que la consigne sera assez largement à l'indulgence. Et on va le voir justement sur la slide suivante avec… Vous avez une question, Jérôme, sur les jalons? Ah oui, je n'avais pas vu. Les jalons doivent donc être du même thème. Alors, a priori, ils seront plutôt sur le même thème, mais il est possible, dans certains thèmes, d'avoir des jalons un peu différents. Donc, on aura à 99%, vous allez voir les sujets zéro, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la philosophie, quelle est la philosophie qui sous-tend les sujets zéro, mais les jalons seront, oui, a priori, du même thème. Pas forcément du même axe, en revanche, mais a priori dans le même thème. Oui. Même si de temps en temps, on pourra aller piocher certains éléments. Je pense par exemple à un sujet sur… allez, tiens, si on faisait un sujet de dissertation sur le thème 6, sur le cyberespace, par exemple. Bon, eh bien, si on pose un sujet de dissertation sur les conflits et les tensions dans le cyberespace, on pourra éventuellement avoir à mobiliser des éléments dans le thème 2 sur faire la guerre et faire la paix. Et notamment dans l'introduction, où on va avoir un panorama des conflits actuels. Si on fait un panorama des conflits actuels, eh bien, il y a aussi des cyberattaques, des cybermenaces. Ça fait partie des conflits actuels. Alors ça, évidemment, ça ne fera pas partie des attendus du baccalauréat. Ce sera des éléments, vous avez tous vu des corrigés du baccalauréat, ce sera des éléments qui seront mis dans la valorisation des copies. Donc on ne pourra pas plomber une copie s'il n'y a pas ces éléments. En revanche, ce seront des éléments de valorisation. Alors, regardez les sujets zéro qui ont été produits par l'inspection générale. Alors, les sujets zéro, quelle est la philosophie qui sous-tend les sujets zéro? Un, le but n'est pas de faire peur, même si, j'avoue que quand je les ai vus, je me suis dit, on va un peu loin. Je me suis fait expliquer que les sujets zéro, et notamment par l'inspection générale, que les sujets zéro, bon, c'était deux choses principales. La première, c'était des sujets qui ne pourront pas donc tomber par définition. Donc déjà, ouf, ceux-là, on ne les aura pas. Et ensuite, c'est plus pour montrer la philosophie de la façon dont on va créer les sujets. Alors, regardez par exemple les deux dissertations. Bon, vous ne l'avez peut-être pas fait, encore que le patrimoine, vous avez peut-être, pour ceux qui sont en terminale, commencé. Le patrimoine, héritage du passé ou construction mémorielle. C'est un sujet qui est quand même relativement large, qui ne prend aucun des intitulés exacts, mais où on peut mobiliser énormément de jalons. On va pouvoir mobiliser le jalon sur Paris, notamment entre urbanisme et patrimonialisation. On va pouvoir mobiliser le jalon qui est dans l'objet de travail conclusif sur la patrimonialisation du Nord-Pas-de-Calais, un élément issu de l'histoire qu'on a justement patrimonialisé. Donc on va pouvoir mobiliser plein d'éléments. On va également mobiliser le patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, je ne vous ferai pas le corriger, mais vous voyez, ce sont des sujets assez larges. Et ce sont des sujets qui ne reprennent pas les axes. Les sociétés humaines face aux fluctuations du climat hier et aujourd'hui, même chose. Je vais vous montrer sur la slide suivante les sujets d'études critiques de documents. Bon, on va pas lire le texte ensemble, hein, mais vous voyez là, on a un texte de Raymond Aron qui explique
en fait la pensée de Clausewitz et une carte sur le Moyen-Orient. Bon, si vous avez fait faire la guerre, faire la paix, bon, la pensée de Clausewitz, c'est 2 jalons sur l'axe 1, et les questions de guerre et paix au Moyen-Orient, c'est 2 jalons sur l'objet de travail conclusif. Regardez la consigne qui sera quasi tout le temps la même, en tout cas pour le début. En analysant les documents, en les confrontant, alors évidemment en les confrontant, c'est uniquement si on en a 2, et en vous appuyant sur vos connaissances. Je crois que la consigne est très importante et elle est très claire comme signal. C'est qu'il faut évidemment analyser et confronter les documents, mais il faut aussi mobiliser des connaissances. Une étude de documents, ce n'est pas de la paraphrase. Alors, Anouk, dans la dissertation, on doit prendre aussi des éléments de l'introduction du thème ou pas, si ça s'y prête. En général, dans l'introduction, ce sont des éléments de définition des thématiques. Donc, on a toujours certains éléments. Mais il n'y a aucune obligation. Vous me posez la question, doit-on? Non, il n'y a aucune obligation. Moi, ce que je conseille en termes de méthodologie, c'est lorsque vous avez un sujet de dissertation et même un sujet d'étude critique de documents, le but est de se passer l'intégralité du thème, des axes et des jalons dans la tête pour dire ce jalon, est-ce que je l'utilise? Celui-là, 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 celui-là. Ne rien oublier. Attention hors sujet, mais ne rien oublier. Donc, il n'y a aucune obligation, mais il faut en tout cas éviter d'oublier des jalons qui pourraient être mobilisables. Je reviens sur l'analyse de la consigne, donc analyser les documents, les confronter et s'appuyer sur ses connaissances. C'est capital. On ne peut pas expliquer un document en histoire, en géographie, en géopo ou en sciences politiques si on n'apporte pas des connaissances pour dire le texte a raison, le texte biaise par rapport à la réalité, le texte, au contraire, ne correspond pas du tout à la réalité et on va expliquer pourquoi. Et répondez à la question suivante. La conception clausewitzienne de la guerre, telle qu'analysée par Raymond Aron, permet-elle de comprendre les conflits contemporains liés au djihadisme? Il y a une conception de la guerre de Clausewitz qui est héritée du 19e siècle. Il y a des conflits actuels. Quels sont les points communs? Quelles sont les différences? À partir de ces 2 documents, et on pourra évidemment ajouter des connaissances. On peut passer à la slide suivante si vous voulez bien. Alors, 2 mots sur les spécialités et les difficultés de cette spécialité. Je crois qu'il y a une méthode particulière. Alors, une méthode particulière pour la dissertation, j'y reviens pas, je vous l'ai dit, ce n'est pas la récitation de connaissances. Il va falloir clairement dans l'introduction définir les termes. Il va falloir clairement dans l'introduction énoncer une problématique. Et une problématique, j'ai coutume de dire, ce n'est pas un exercice de CP qui consiste à transformer une phrase affirmative en phrase interrogative. Une problématique, c'est une contradiction. Il va falloir faire un plan, il va falloir argumenter, rédiger et gérer le temps. Même chose pour l'étude critique de documents. Il faudra savoir présenter les documents, problématiser, rechercher des arguments dans les docs et dans ses connaissances, plan, rédaction, gestion du temps. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier une dernière difficulté du programme. Alors, il y a des éléments d'histoire, il y a des éléments de géographie, il y a beaucoup d'éléments de géopolitique. Ça, vous allez en faire, vos professeurs vont commencer à être de plus en plus aguerris sur la question. Mais il y a aussi, moi je trouve, une difficulté dans ce programme, c'est une partie sciences politiques. Vous l'avez fait sûrement en première. Bon, il y a toute une partie sur la démocratie en première, sur la pensée de Benjamin Constant sur la démocratie et sur la notion de démocratie représentative qui n'est pas simple à comprendre et à expliquer. Il y a toute la pensée de Tocqueville sur la démocratie et notamment sur la démocratie américaine. Et dans le programme de terminale, il y a certaines implications. On a l'impression que le programme de terminale est un programme de géopolitique. Oui, mais par exemple, dans Faire la guerre, faire la paix, est-ce que vos professeurs ont pensé aux implications politiques de la guerre contre le terrorisme? Ça, c'est de la science politique. Et il ne faut pas oublier cet aspect du programme, et ce sera évidemment valorisé dans les dissertations. Je prends une question de Simon. Les sujets du bac pourront-ils faire appel à des connaissances du programme de première? Normalement, non. Là aussi, c'est uniquement sur les 4 thématiques qui seront dans votre programme du bac 2021. Maintenant, si vous faites un appel à des connaissances de première, et si ça s'y prête, ce sera évidemment très largement valorisé. Et on peut terminer par l'avant-dernière slide. Alors,
moi, dans les cours de géopolitique que je ferai avec PGE, PGO, je compte insister sur 4 éléments, 4 enjeux, 4 compétences. La première, c'est évidemment savoir mémoriser des connaissances denses et précises en interdisciplinarité. Et oui, parce que AGGSP, c'est 3 disciplines. 4 disciplines, pardon. L'histoire, la géo, même si en France on a souvent coutume de mêler histoire et géo, mais c'est quand même 2 disciplines différentes. La géopo et la science politique. C'est donc de l'interdisciplinarité. Deuxième élément, évidemment à intégrer la méthode des 2 exercices et une bonne gestion du temps. Troisième élément, ne l'oublions pas, l'une des compétences de toutes les spécialités, c'est de préparer le supérieur. Eh bien, je vous apprendrai comment approfondir vos connaissances, en plus des cours de vos professeurs, qui font ce qu'ils ont à faire dans le temps qui leur est imparti. Mais moi, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez tout seul, en autonomie, approfondir ces connaissances, enrichir le cours, voire anticiper le cours, et en gros, savoir faire ce qu'on va vous demander pour vos études supérieures. Et quatrième compétence, anticiper le grand oral et les thématiques de recherche. Dernière slide, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup vous en parler, mais j'aurais voulu vous montrer en fait, mais j'en parle simplement 1 minute, mais parce que j'avoue que je suis un peu passionné par la Corée du Nord. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois, et en fait, on peut utiliser, et ça je le ferai en cours aussi, certaines thématiques qui ne sont pas nécessairement et toutes directement au programme, mais on peut utiliser certaines thématiques comme des thématiques qui regroupent différents jalons entre les différentes classes d'ailleurs. La Corée du Nord de Kim Jong-un aujourd'hui, c'est un État totalitaire, et on peut voir dans le thème 1 du programme de première sur la démocratie, bon, moi j'ai eu la chance d'assister à une façon dont se passaient les élections, parce qu'il y a des élections en Corée du Nord, la façon dont se passaient les élections en Corée du Nord, c'est assez exceptionnel. C'est une grande cérémonie où on vous explique que c'est parfaitement démocratique. Pourquoi c'est démocratique, même s'il y a un seul candidat? Ah ben parce qu'on vous dit, on a le droit, il y a un crayon rouge au moment où on met le bulletin dans l'urne, et on a le droit de rayer le nom. Bon, sauf que c'est moyennement démocratique parce que vous le faites au vu et au su de tous les membres du parti unique. Donc évidemment, tout le monde est élu avec 100%. La Corée du Nord, on peut l'utiliser avec la guerre et la paix. Ce n'est pas dans un jalon, mais ce sera valorisé dans une dissertation si évidemment on peut parler, pour faire la guerre, faire la paix, de négociations entre grandes puissances. Et on aurait pu parler des négociations Kim Jong-un, Donald Trump qui vociférait au début de son mandat parce qu'il voulait attaquer directement la Corée du Nord, et finalement ils se sont plutôt rencontrés. Ça n'a pas donné grand-chose, mais ils se sont rencontrés. Et Donald Trump est le premier président américain à avoir franchi la ligne de démarcation en Corée du Nord. Et on aurait presque pu parler de la cyberattaque de Kim Jong-un, qui a été très fâché contre un film produit par Sony Pictures qui s'appelle The Interview, où on le fait mourir dans ce film. Évidemment, il n'a pas beaucoup aimé, et donc il a mis une cyberattaque sur Sony Pictures en divulguant tous les mails, notamment les mails de certains producteurs qui n'étaient pas très très gentils vis-à-vis de certaines stars hollywoodiennes. Et donc en fait, à partir d'une thématique, on peut traiter plein d'aspects, plein de jalons, plein d'axes, et éventuellement plein de thèmes. C'est tout l'enjeu de la géopolitique, et j'avoue que j'adore cette matière. Je vous laisse la parole, Christine. Merci Jérôme. Est-ce que, avant de poursuivre, on a encore des questions auxquelles Jérôme pourrait répondre sur cette spécialité, la méthode, les épreuves? Je vous laisse un petit instant. J'ai l'impression que vous avez été limpide, Jérôme. Et vous avez surtout répondu au fur et à mesure. Donc, c'est sûrement ça. Bien, écoutez, merci. On va terminer, comme je vous le disais, par un exercice d'ouverture qui va être, je pense, assez rapide, et sachant qu'en plus, j'ai gardé le plus intéressant pour la fin, bien évidemment. Donc, je vous engage à faire preuve encore d'un tout petit peu de patience.
Donc oui, vous allez voir que PGE, on accompagne les étudiants pour leur réussite, en particulier leur excellence académique, mais en accent beaucoup notre accompagnement sur cette dimension de méthode. Et donc, j'ai eu envie de vous donner quelques exemples de ça. Alors, vous allez voir, cette partie-là est toujours compliquée pour moi à faire parce qu'elle est à la fois un peu théorique, parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre ce qui sous-tend, ce qui explique certaines des méthodes, et en même temps, et c'est ce que je fais un peu à la fin, la volonté de rendre les choses pratiques et opérationnelles. Donc, j'alterne un peu toujours entre les deux axes, le théorique et le pratique, et c'est parfois un peu un exercice de grand écart facial, mais nous sommes tous souples, donc nous allons y arriver. Première chose, je voudrais faire un petit intermède. Quelque chose qui est important, et j'y reviendrai en conclusion, c'est que le cerveau se fatigue. Et on n'a pas une capacité d'attention, de concentration et d'apprentissage illimitée, et il se fatigue dans la durée, il s'épuise. Et pour ça, donc, pour cet intermède, je vous propose un petit test. Et donc, je vais, vous l'avez déjà vu, vous demander, je vous propose une phrase de Freud, et je vais vous demander de faire l'exercice suivant, à savoir de compter le nombre de fois où la lettre S apparaît. Est-ce que certains d'entre vous ont eu le temps de faire l'exercice? Je peux revenir en arrière si vous le souhaitez. Peut-être que je suis allée un peu trop vite. Personne n'a la réponse? Pour ma démonstration, ça serait bien d'avoir la réponse. Merci beaucoup à Léa et à Sarah qui nous ont donné ces réponses-là. Donc bon, vous voyez qu'elles divergent. Peut-être que ce n'est pas le plus important finalement, mais première remarque, qu'elles divergent. Alors, en fait, la réponse est 15. Mais finalement, ma vraie question arrive maintenant. Elle est la suivante. Maintenant que vous avez fait cet exercice, est-ce que vous pouvez me réciter ou me donner en tout cas le sens de la phrase que vous avez lue? Donc, je vais m'adresser à Léa et à Sarah, puisqu'elles ont eu la gentillesse de faire l'exercice. Est-ce que Léa ou Sarah? Alors, je vais faire un grand merci à Sarah qui a eu la bonne réponse et qui n'est pas capable de se rappeler du sens de la phrase qu'elle vient de lire, en se concentrant pourtant sur cette phrase, puisqu'il s'agissait de compter les lettres S qui apparaissaient dans cette phrase. Donc, c'est un petit exercice d'abord pour changer de type d'exercice après avoir écouté religieusement les paroles de Jérôme, vous mettre en mode actif. Mais c'était surtout un exercice qui me permettait d'illustrer quelque chose qu'on dit, on rabâche, mais je trouve que le fait de faire ce genre d'exercice permet je vous remets là la phrase parce que bien évidemment, je ne voudrais pas que certains d'entre vous soient frustrés. Donc la phrase était: non, la science n'est pas une illusion, mais ce serait une illusion de croire que nous puissions trouver ailleurs ce qu'elle ne peut nous donner. Bien évidemment, je n'ai pas pris quelque chose d'évident, mais pas quelque chose non plus d'inaccessible. Donc, le propos de cet exercice, c'est de dire que, et vos professeurs vous l'ont sûrement tous dit, ou les professeurs de vos enfants vous l'ont tous dit, l'attention, contrairement à ce qu'on pense, notre cerveau n'est pas capable de faire de choses à partir du moment où ces deux tâches requièrent l'utilisation des mêmes zones. Ça, c'est la beauté de la technologie, ce qu'on appelle les neurosciences et la technologie médicale, qui montre, vous avez là une image, les images médicales montrent aujourd'hui très clairement les endroits du cerveau qui sont activés quand on fait du vélo, quand on lit quelque chose, quand on écoute de la musique, etc. etc. Et là, ce qu'on a compris, la conclusion de tout ça, est qu'effectivement, à partir du moment où on sollicite ces deux tâches sollicitent la même zone dans le cerveau, on a du mal à le faire de manière efficace. Alors, bien évidemment, ça explique aussi qu'on puisse tout à fait chanter une chanson en faisant du vélo.
clairement. On y arrive tous parce que ça ne sollicite pas les mêmes endroits du cerveau. En revanche, écrire un texto en écoutant son professeur, c'est quelque chose qui, en règle générale, ne marche pas très bien. C'est vrai qu'on a souvent tous, moi la première, hein, et c'est vrai pour nous adultes aussi quand on est en réunion, qui d'entre nous n'a pas fait un texto en même temps qu'il assistait à une réunion? Alors, je suis la première à le faire régulièrement et je suis la première à observer en réunion des professeurs le faire aussi et d'autres intervenants. On est tous, c'est vrai, je pense que si on est très sincère, on le fait. Euh, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau va faire des allers-retours entre les différentes tâches, plus ou moins rapides, parfois très rapides, à tel point qu'on a l'impression de la concomitance, mais ce n'est qu'une impression. Si vous voulez en avoir encore plus le cœur net, vous avez énormément d'exercices ou d'illustrations qui existent. Un autre exercice classique que en pédagogie, on connaît bien, c'est celui d'essayer de retenir une série de chiffres comme ceux que je vous propose, qui est très simple, mais en faisant en même temps blablabla, blablabla, blablabla. Si vous faites l'exercice, sincèrement, vous verrez qu'il est quasiment impossible de retenir une suite de chiffres aussi simple que 1, 3, 6, 12 en faisant quelque chose d'autre en même temps. Et il y a une vidéo qui est archi connue, mais je ne veux pas vous donner son titre, que vous allez trouver suivant ce lien sur YouTube et qui est aussi une très bonne illustration de ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Et pour revenir à notre attention et à notre exemple du SMS, clairement, même chose si vous voulez faire l'exercice, soyez en réunion, faites un texto et essayez de redire ce que vous venez d'entendre. Vous êtes persuadé que vous avez parfaitement entendu ce qui vient de se passer, donc en cours comme en réunion. En règle générale, effectivement, vous allez être capable de vous souvenir de la dernière phrase, mais vous allez être incapable de vous souvenir de plus que la dernière phrase. Donc, c'est un des premiers conseils qu'on donne en règle générale, qu'on entend et qu'on ne met jamais en pratique, qui est de dire, finalement, on pense comprendre beaucoup plus de choses, enfin, on pense pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'on peut vraiment faire, en tout cas efficacement, tout simplement parce qu'on ne peut pas être attentif suffisamment quand on fait un texto et quand on écoute en même temps quelqu'un parler. Voilà, donc en conclusion sur l'attention, ce que l'on voit, on le sait, c'est la palissade, comme on dit, et ce qu'on ne voit pas, on ne le sait pas. Donc on a parfois l'impression, et c'est aussi les illusions, ce qu'on appelle les illusions de l'attention, on a parfois l'impression d'être concentré et attentif, alors que finalement beaucoup de choses nous échappent. Et c'est dommage parce que, alors, bon, 80%, tout chiffre vaut ce qu'il vaut. Et bien sûr, on peut le remettre en question, mais c'est surtout l'idée. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et on peut anticiper beaucoup de choses grâce à justement une attention qui est une attention de qualité, une attention active pendant le cours. Et écoutez Jérôme, quand il parle en cours, je pense que ça mérite vraiment 100% de votre attention, et c'est vrai de tous vos intervenants et de tous vos professeurs. Donc ça, c'était la petite récréation autour du sujet de l'attention. Et je vais terminer par quelque chose un thème que Jérôme a précédemment abordé, qui est la mémoire ou la mémorisation. Effectivement, ces matières littéraires demandent en règle générale un effort de mémorisation. On peut dire beaucoup de choses sur la mémorisation. Je ne sais plus très bien ce que je vais trouver derrière, mais il y a des petites choses que vous pouvez avoir en tête et qui peuvent être vraiment une aide très efficace quand il s'agit de mémoriser des apprentissages. Et en même chose, le cerveau est bourré de pièges, en fait. Vous pensez être attentif, vous ne l'êtes pas autant que vous le pensez. Vous pensez avoir mémorisé et vous ne l'avez pas mémorisé autant que vous le pensez. Être familier ne veut pas dire avoir vraiment mémorisé. Et encore une fois, un exemple qu'on utilise souvent, c'est vous raconter une histoire à quelqu'un et puis à plusieurs personnes d'ailleurs, et vous demandez à chacun de vous la renarrer, la narrer à nouveau, et vous allez voir que vous allez avoir autant de versions que de narrateurs. Donc effectivement, la mémorisation ne va pas être exactement la même. Chacun va s'être arrêté, avoir retenu quelques éléments et pas 100% des éléments. De la même façon, relire un cours ne sera jamais suffisant. Et un point important, essentiel, c'est que le cerveau, pour être efficace, il a besoin d'être actif. C'est-à-dire, quand on met dans une situation totalement passive,
d'écouter quelque chose sans rien faire d'autre, en règle générale, les choses vont être ancrées de manière moins durable, de moins bonne qualité que quand en même temps le cerveau a fait des choses. Vous allez voir sur Internet pas mal de chiffres qui disent à peu près tous la même chose. Si vous écrivez en même temps que vous entendez, vous allez gagner en niveau de en pourcentage de mémorisation. Si vous dites en même temps que vous écoutez et que vous écrivez, vous allez encore franchir un cap dans le niveau de mémorisation. Tout ça montre qu'effectivement, le cerveau, il a besoin d'être actif pour développer au maximum ses capacités de mémorisation. Et il a aussi besoin d'autre chose, c'est de savoir pourquoi il fait les choses. Nous sommes, les hommes, parfois un peu feignants. Et le cerveau est un organe feignant et en cela, c'est parce qu'il nécessite beaucoup d'énergie pour fonctionner convenablement et donc il va s'économiser. Et donc, il va le retenir en particulier quand il sait que les connaissances en question vont lui être utiles un jour dans la durée. C'est d'ailleurs un truc qui est assez souvent pratiqué, je ne sais pas si vous le savez, par les comédiens qui, pour développer leur capacité de mémorisation d'un texte, vont avoir besoin de se projeter sur scène, dans le théâtre, devant le public, en face duquel ils vont devoir réciter leur texte. Je ne sais pas vraiment pourquoi vous l'expliquer, de manière plus simple que ça, que le cerveau va d'autant plus mémoriser les choses qu'il sait qu'ils vont lui être utiles et dans quel contexte. On appelle ça se mettre en projet. Donc, je vous ai dit, se mettre en projet, se mettre même dans une posture d'action, être actif, relire son cours, par exemple, écrire son cours, par exemple, est une façon de développer encore les capacités de mémorisation du cerveau. Et tout ça va prendre du temps. Je ne sais pas si on peut c'est une image un peu caricaturale, je vous l'accorde, mais ça a le mérite de la simplicité. Ce qui va se passer dans le cerveau, vous avez sûrement entendu parler de la plasticité du cerveau. Donc, le cerveau passe son temps à construire des connexions entre les neurones. C'est quelque chose de très biologique. Ça s'appelle des dendrites pour utiliser un langage technique et précis. Mais donc, pour que ceci se fasse, eh bien, il va falloir du temps et puis il va falloir cette action de utiliser le cerveau, d'aller chercher les connaissances, les réactiver et le faire dans le temps. Et petit à petit, grâce à ces efforts d'activation et de répétition, petit à petit, comme les branches d'un arbre, les ramifications vont se faire et les choses vont s'ancrer dans la durée. Bon, je pense que je vous ai déjà parlé de ce point que le cerveau ne retient que ce qui lui est utile et que le cerveau doit être actif pour être davantage efficace. Et donc, peut-être que ça nous conduit petit à petit à quelque chose aussi sur lequel on tient à revenir souvent, c'est fait attention au bachotage. On comprend peut-être en voyant comment les choses se font petit à petit par poussées successives de ces ramifications, qu'il est beaucoup plus efficace et ça nécessitait également de réactiver les connaissances régulièrement. Il est beaucoup plus efficace du coup d'apprendre un cours et d'ancrer ses connaissances, non pas la veille d'un examen, ce que font tous les étudiants, mais bien sûr de le faire régulièrement dans la durée avec des pauses pour ne pas épuiser les neurones et également revenir régulièrement sur les sujets de façon à les réactiver et faire en sorte que ce cerveau soit actif par rapport à cet apprentissage et ces connaissances et que petit à petit les choses s'ancrent de plus en plus, on va dire, profondément dans votre tête. Concrètement, puisque je vous ai dit que j'allais finir par des éléments beaucoup plus concrets peut-être que cette première introduction un peu théorique, c'est le système des fiches de révision. Elles sont là pour ça. Les fiches de révision, c'est un outil qui est très efficace pour deux sujets. Le premier, c'est la compréhension et la deuxième, c'est la mémorisation. Pourquoi ? Parce que dans une fiche de cours, vous allez faire deux choses. Vous allez d'une part devoir vous attacher à trouver l'essentiel et peut-être que ça ne sera pas si facile que ça
de faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire, comme le formulait Jérôme. Et je vous engage d'ailleurs, quand c'est compliqué pour vous, d'aller voir votre professeur et de leur demander conseil pour vos fiches de cours, parce que ce n'est pas forcément une évidence, d'avoir le recul nécessaire sur un cours donné, un thème donné pour faire la bonne fiche de révision. Donc, elle va vous permettre de faire la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire. Et puis, en plus, elle va vous permettre de mettre une structure dans tout ça, puisque fiche de cours, souvent, on va vous encourager à faire peut-être des graphiques, des schémas. Et en tout cas, attention aux pièges. Et on voit souvent des étudiants qui font des fiches où ils recopient pratiquement 100% du cours. Donc déjà, la fiche de cours, c'est un outil très efficace pour la compréhension de l'essentiel et la structuration des idées. Et donc, bien sûr, et la mémorisation derrière, puisqu'on a fait une synthèse des éléments les plus importants à garder en mémoire. Mais bien sûr, et là c'est un piège, je voulais sensibiliser sur quelque chose, on trouve partout des fiches de révision, partout sur Internet, dans vos manuels peut-être aussi, vous allez trouver des fiches de révision. Certes, ils sont un outil qui font une partie du travail. En revanche, ils sont un outil qui ne font pas cette partie du travail qui est sélectionner les éléments importants, prendre son crayon ou sa souris ou son clavier, peu importe, pour se mettre dans une démarche action, active, où soi-même on va écrire les choses, peut-être également avec ses propres mots, sachant qu'utiliser son propre vocabulaire, et là c'est plutôt quelque chose qu'on conseille sur les matières scientifiques, réécrire un théorème, une méthode de résolution d'un problème, non pas avec avec les mots de la définition, mais avec son vocabulaire quotidien. C'est aussi une façon de vérifier la bonne compréhension d'un concept, au-delà de la façon dont l'intervenant, le professeur, a pu la verbaliser, et donc en étant sûr de sa compréhension complète. Donc oui, une fiche, c'est un élément essentiel, mais si et seulement si, vous la faites vous-même et vous ne prenez pas celle qu'on va trouver dans un manuel ou dans un site, ni celle que votre camarade de cours, voisin de table, aura fait, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Alors, quand on demande aux spécialistes de ce qu'on appelle les neurosciences ou la façon d'apprendre les choses la plus efficacement parlant, on parle parfois d'un mot qui est un peu compliqué à comprendre, qu'on appelle l'évocation. Pour que le cerveau vraiment puisse ancrer définitivement les choses, comme vous l'avez vu, il faut qu'il soit actif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe avant d'écrire ou de dire les choses? Eh bien, il se passe quelque chose que les petits-enfants disent, c'est « je me suis vu » ou « je me suis dit dans ma tête ». Et effectivement, c'est exactement le processus qu'il est important de mettre en place, c'est faire l'effort non seulement de lire votre cours de géopo, comme dirait Jérôme, mais d'avoir une démarche où vous allez faire en sorte que le cerveau lui-même se dise les choses dans sa tête, ou bien les évoque sous la forme d'une image, ou bien les évoque en visualisant ou en écoutant, en entendant peut-être la voix de Jérôme qui va reprendre son cours, ou en entendant votre propre voix qui va être en train de lire la leçon, ou toute autre évocation, qu'elle soit visuelle, auditive, sera bonne à prendre, mais il faut effectivement essayer de faire en sorte que votre cerveau puisse avoir cette démarche, non seulement à travers une production, puisque écrire ou réciter, c'est dans le langage de la classe une production, une réalisation, mais avant même, au sein même de votre tête, il doit se passer quelque chose et vous devez être capable de vous raconter votre cours dans votre tête ou de voir peut-être certaines des images de la Corée du Nord, de cette élection, de cette grand-messe. Et d'ailleurs, vous avez sûrement tous vécu avec certains profs, ça se passe très bien, et avec d'autres profs, ça ne se passe pas forcément très bien. Et souvent, c'est parce que certains profs vont avoir une palette d'évocations où ils vont vous proposer des images, des sons, des textes, et d'autres peut-être auront moins cette richesse d'évocation, et du coup, ça sera plus compliqué pour vous de garder ces choses en mémoire. Donc, c'est à vous, dans ces cas-là, de multiplier
les typologies, on va dire, d'évocation et de ne pas hésiter à faire appel au son ou à l'image, on va dire ça, quand vous allez être dans cette démarche de vous mémorer vos cours. Quels éléments trouve-t-on sur une bonne fiche? Alors peut-être que Jérôme, vous allez vous donner votre éclairage sur les fiches dans la matière en géopo, date, personnage important, mots-clés, frise chronologique, qui, que, quoi, où, quand, comment, pourquoi, le fameux, par exemple, oui. Est-ce que vous avez des conseils sur la fiche? Moi, mon premier conseil, c'est effectivement d'aller voir vos professeurs sur la base peut-être du début de vos fiches et voir avec eux quels sont les conseils qu'ils pourraient vous apporter. Moi, pardonnez-moi, mais je ne vais pas apporter beaucoup de réponses à cette question et je vais me servir de ce que vient de dire Christine pour vous dire ça, c'est que chaque fiche, elle doit être personnelle en fait. Et que je ne suis pas sûr qu'il faut qu'il y ait systématiquement, on le trouve, Christine en parlait dans certains ouvrages qui sont dans des manuels chez divers éditeurs, où en fait on a des contraintes éditoriales et où on voit que sur chaque fiche, il y a le personnage clé, sur chaque fiche, il y a les dates clés, sur chaque fiche, il y a les mots clés, il y a une frise chronologique. Sur le programme de Géopo, il y a des fiches où effectivement il y aura des acteurs clés ou des personnages importants. Évidemment, sur Clausewitz, il va falloir bien le connaître. Sur Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville également. Il y aura des thématiques qui seront un peu plus historiques, où il faudra, de façon à mon avis beaucoup plus importante, mettre en place des dates. Sur les deux jalons sur la guerre et les conflits au Moyen-Orient, évidemment que les dates du conflit, les dates des conflits israélo-arabes puis israélo-palestiniens vont être importantes. Il y aura certains éléments, certains concepts qui vont être également importants dans le thème 4 sur le patrimoine, savoir définir la notion de patrimoine, savoir définir ce qu'est le processus de patrimonialisation, c'est évidemment important. Le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, oui, ça peut éventuellement aider. Ça, c'est plutôt, je crois, sur un concept philosophique, sur un événement en histoire. Mais moi, pardon de vous le dire, je vais vous décevoir, mais j'ai pas de... Enfin, c'est comme pour faire une problématique. Moi, j'ai pas de truc clé pour faire une fiche. Le truc, s'il y a un truc, et c'est ça, un étudiant qui a assisté à un cours, qui a compris le cours, c'est savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et c'est ça le principe. C'est ça le principe. Et c'est là où je pense, Jérôme, qu'effectivement, alors d'abord, moi je dis souvent que les fiches de cours, ne vous étonnez pas si vous allez devoir la faire plusieurs fois. Parce qu'une bonne fiche, c'est une fiche que vous allez pouvoir rédiger quand vous aurez le recul nécessaire sur le cours, et ce n'est pas forcément à chaud. C'est-à-dire qu'on fait des fiches parfois même de tête à l'issue d'un cours, et souvent, cette fiche, elle mérite d'être revisitée quand le recul va petit à petit se faire. C'est le premier sujet. Et deuxième sujet, n'hésitez pas, je pense, à discuter de vos fiches avec vos professeurs. Justement, ça va eux-mêmes peut-être vous permettre, pas peut-être, vous permettront de faire cette différence entre l'accessoire, le superflu et l'essentiel. Et c'est sûrement à travers les discussions, vous entendez bien Jérôme, il vous dit, je ne peux pas vous donner un truc sur une fiche. En revanche, sur une thématique, il vous a donné les idées clés de la thématique. Et à partir de là, il vous a donné les éléments pour pouvoir constituer votre fiche. Donc, effectivement, tout le sujet de la fiche, c'est vraiment de comprendre quels sont les éléments clés et les passerelles peut-être à faire entre les fiches aussi, entre les thèmes, entre les différentes connaissances. Et c'est là où on devient un étudiant intelligent plus que d'autres étudiants, je pense. Et puis, il y a des étudiants, vous l'avez montré avec le processus de mémorisation, qui vont plus facilement peut-être retenir des dates, d'autres qui vont plus difficilement retenir des biographies de personnages parce que c'est un peu récitatif. Bon, et moi, je me souviens quand j'étais étudiant, que je faisais mes fiches, effectivement, je pouvais faire, enfin, voilà, j'ai une mémoire des dates, après, en même temps, je suis prof d'histoire, mais heureusement. Mais donc, moi, je sais que dans mes fiches, il n'y avait quasiment pas de date parce que je les lisais une fois et je les savais. Mais ça, c'est dû à des processus un peu personnels de la mémoire. Et chaque mémoire, elle est évidemment, et on est tous différents devant la mémoire. Personne n'a de la mémoire ou n'a pas de mémoire. Chacun a son propre mix de différents types de mémoire. Et donc, moi, j'adaptais mes fiches en fonction de ça. Et pour rebondir sur ce que disait Christine, je faisais effectivement, quand j'étais étudiant, une première grande fiche, parce que comme j'étais un peu stressé, que je voulais tout savoir, en fait, je faisais un résumé, mais très, très long du cours,
Et ensuite, une fois que j'avais fait un premier processus de mémorisation, ben, je me faisais une fiche beaucoup plus synthétique avec juste des quelques éléments de rappel. On peut avoir l'impression que faire une fiche, ça prend du temps et qu'on perd du temps. Je ne crois Gagne. pas qu'on perde du temps en faisant une fiche. Y compris quand moi je faisais des fiches de bouquins qui faisaient 800 pages et que j'avais l'impression de faire le travail d'un moine copiste au Moyen-Âge, c'est-à-dire de quasiment tout recopier. Mais en fait, on retient aussi, et Christine vous l'a parfaitement montré, on retient aussi comme ça. Vous avez une question, Jérôme, avant que je poursuive, et j'aurais presque terminé mon introduction, enfin ma conclusion, pardon. Vous avez une question de Catherine sur le schéma en conclusion. Peut-on terminer son propos, conclusion d'une dissertation, en faisant un schéma? Pourquoi pas? Alors, la carte mentale est quelque chose de très à la mode en ce moment. Bon, personnellement, je ne trouve pas que ce soit extrêmement efficace, mais bon, on peut terminer avec un schéma. Alors, ça peut être un schéma via une carte mentale, ça peut être un schéma géopolitique, par exemple, qui, si on a un sujet sur les conflits au Proche et au Moyen-Orient, si vous êtes capable de croquer assez rapidement la carte du Moyen-Orient, sans faire évidemment tous les contours, mais de façon assez large, et de faire une carte de synthèse, oui, évidemment, ce sera quelque chose de largement valorisé. Euh, Maintenant, attention à la gestion du temps entre le schéma et ce que vous aurez mis dans la dissertation. Le but n'est pas de tronquer ce que vous vouliez dire dans la dissertation pour simplement faire un schéma pour faire un schéma. Le schéma doit apporter quelque chose, soit l'idée d'une synthèse, soit des informations en plus que vous n'aurez pas mis dans la dissertation. Oui, donc ma réponse est oui, pourquoi pas. Pourquoi Et à, pas? et à condition, et à condition de ne pas amputer votre dissertation. Alors, comme je vous avais promis, on va finir par quelque chose de très concret, puisque on a posé plein de principes, mais ça manque parfois encore de clarté. Euh, Concrètement, comment on peut travailler un cours, une leçon, voilà, quand on est un étudiant en première ou terminale. Donc, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est avant de travailler un cours, commencez toujours par réactiver la leçon précédente avant de passer à la suite. Et donc, avant de passer au chapitre 2, commencez à vous dire, sur le chapitre 1, qu'est-ce que je garde en mémoire? Et pour ça, on l'a déjà un tout petit peu abordé, multiplier les formats de cette réactivation. On a parlé de graphique, on a parlé de date, on a parlé de tout ce qui peut vous venir en mémoire. Vous pouvez prendre une feuille et le coucher sur papier. Vous pouvez faire des dessins si vous voulez. Et ensuite, deuxième temps, comparer avec la leçon. C'est toujours très important de faire cet exercice, de commencer par activer ce que vous avez, aller chercher ce que vous avez en mémoire, l'écrire et le comparer. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et moi, la première, quand j'étais étudiante, je me souviens que je me souvenais très bien du début de ma leçon, toujours. Alors, par cœur, sur le bout des doigts. Le milieu, moyen, et quant à la fin, forcément, c'était beaucoup plus fragile. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas cet effort et je recommençais toujours à rouvrir mon manuel, réouvrir mon cours et commencer par relire le début. Ce qui est assez dommage parce qu'on réapprend toujours le début qu'on connaît déjà. Alors que faire cet exercice de coucher sur papier, ça va vous permettre de comprendre ce que vous avez déjà mémorisé et du coup, de vous concentrer sur ce qui reste à mémoriser de la leçon précédente. D'ailleurs, tout ça a été théorisé. Je pense que je vais vous montrer tout à l'heure. Il est là. Il y a un certain physicien qui a reçu le prix Nobel en 1965 qui propose quelque chose d'assez simple. Il dit commencez, c'est le même sujet, commencez par noter sur une feuille blanche tout ce que vous avez retenu d'un cours, comparez ensuite avec vos notes, identifiez erreurs et oublis. Voilà. Cette technique vous permet de concentrer vos efforts, ce qui n'a pas été retenu ou mal compris. Et c'est aussi, ce qui est aussi très utile, c'est que cette technique va vous permettre d'écrire les choses avec vos propres mots et du coup va vous aider aussi à faire encore un pas de plus, une étape de plus sur la compréhension, parce qu'écrire avec ses mots à soi, ce n'est pas retranscrire le discours d'un professeur, et du coup, c'est vraiment être sûr que vous avez compris vraiment le contenu d'un cours. Voilà. Le dernier truc que je voudrais partager avec vous, parce que je trouve que cette courbe est incroyable, est très pertinente et percutante, et en règle générale, on la connaît peu. Donc, je vais vous faire, je vais éviter de vous citer le nom du monsieur, puisque je n'ai jamais fait allemand, mais je crois que c'était 1885, cette personne était un philosophe allemand. Il a mis en évidence ce qu'on peut appeler la courbe de l'oubli.
Euh, donc, ce qu'on voit dans cette courbe-là, et c'est la courbe du bas, c'est la déperdition, la perte, l'oubli que nous avons tous par rapport à quelque chose qu'on découvre, quelque chose de nouveau. Et donc, en faisant bien sûr quelques approximations, mais on voit là que 10 minutes après, on a déjà perdu un petit pourcentage d'une connaissance, d'une nouvelle donnée, d'une nouvelle information, qu'au bout d'un jour, on en a perdu pratiquement les 2 tiers, et etc. Petit à petit, notre cerveau va oublier les informations si nous n'avons pas fait l'effort de les réactiver et d'aller chercher ces informations dans notre cerveau. Une fois qu'on sait ça, il est assez facile de mettre en place une stratégie alternative qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace. Et c'est la courbe que je propose en haut qui montre qu'on a tout intérêt, et donc tout étudiant a tout intérêt à, dans la mesure du possible, réactiver un cours 10 minutes après la fin d'un cours. En règle générale, on ne le fait pas, mais en tout cas, et ça de manière très claire, le conseil, il est vraiment très puissant. Chaque leçon importante, reprendre ce cours-là le lendemain au soir, ce qui permet déjà, ça va permettre d'éviter énormément de cette démémorisation naturelle du cerveau, de la même façon que reprendre le cours au bout d'une semaine ou reprendre le cours au bout d'un mois va également avoir un effort bénéfique très considérable. Et donc, par rapport à ça, le conseil, il est encore une fois clair, fini le bachotage juste avant l'épreuve où vous allez avoir besoin de remettre en mémoire toute cette partie que vous avez oubliée au bénéfice d'une hygiène de votre mémoire régulière, ou pour les données importantes, la stratégie, elle est chaque jour, en fin de journée, reprendre les cours de la veille, reprendre les cours de la semaine dernière et reprendre les cours du mois d'après, ce qui va vous permettre petit à petit et en douceur, sans beaucoup d'efforts, de capitaliser ces connaissances, de les ancrer définitivement dans ce qu'on appelle votre mémoire à long terme. Voilà, donc j'aime beaucoup partager ce graphique parce que je pense qu'il parle tout seul et que rares sont les professeurs qui ont le temps de partager ce genre de choses pendant le temps qu'ils passent sur les bancs de l'école avec leurs étudiants. Le dernier des sujets, et je l'ai parlé tout à l'heure de saturation et de fatigue intellectuelle, c'est peut-être aussi sur l'organisation d'une séance de travail. On est beaucoup à conseiller aux étudiants de faire des pauses. Et donc, une des méthodes qu'on voit que les pédagogues peuvent se partager, c'est celle de séances de travail de 2 heures. Elles-mêmes, chacune de ces séances, une séance étant consacrée à une thématique en particulier. Alors, je ne sais pas si c'est les thèmes dont Jérôme parlait, mais ça pourrait l'être. Une séance de 2 heures consacrée à une thématique avec une pause importante et de l'oxygénisation entre chacune de ces séances. Mais les séances de 2 heures, les fractionner elles-mêmes en séances de 20 minutes approximativement. Alors, c'est variable selon un individu, mais on dit tous qu'on n'a pas une capacité de concentration, je parlais de concentration tout à l'heure, très, très longue, et qu'il est toujours plus efficace. Et comme on le disait, la fiche de cours peut paraître une perte de temps, la pause peut paraître une perte de temps, mais il est toujours beaucoup plus efficace de faire des pauses, même si elles sont de courte durée, très courte durée, de façon à pouvoir se remobiliser en termes d'attention et de concentration et être plus efficace ensuite. Voilà, donc ce sont des conseils sur l'attention, mémorisation et l'organisation. On en a un bon nombre qu'on peut partager avec vous, et ce qui me permet de terminer quand même en 2 mots sur l'accompagnement de PGPGO. Donc, vous avez compris que au-delà de préparer des concours, et je sais que parmi certains d'entre vous aujourd'hui, vous avez déjà sollicité les services de PGPGO, soit pour des concours écoles de commerce, soit pour l'accompagnement Sciences Po. Donc, nous avons également tout un volet d'activité autour de l'accompagnement des... Est-ce que répondre à ces textos peut être considéré comme une pause? Tout à fait, Sophie. Si vous n'écoutez pas, ne pensez pas pouvoir écouter votre prof en même temps, mais bien évidemment, on peut faire une pause. Et d'ailleurs, certains profs le font en disant « Maintenant, on va faire une pause de 5 minutes. Je vous engage à sortir vos portables, à répondre, à regarder sur Facebook, répondre à vos textos, de façon à ne pas avoir l'angoisse de messages qui vous seraient parvenus, urgents et que vous n'aurez pas lus. » Donc, certains professeurs font ça. Et puis ensuite, on pose le téléphone, on finit les textos et on se remobilise.
Oui, tout à fait. Donc l'accompagnement PGE-PGO donc sur l'excellence académique, Jérôme parlait des contenus, mais aussi c'est vrai de faire la passerelle avec l'enseignement supérieur et d'acquérir peut-être aussi des méthodes pour approfondir des connaissances qui vous seront utiles dans le supérieur. Vous avez compris que moi, j'ai commencé à illustrer un deuxième axe de l'accompagnement de PGE-PGO sur la méthode de travail, comment être plus efficace, parce que ça s'apprend. Hein, vraiment, il y a vraiment des trucs et astuces, des outils sur les matières littéraires comme les matières scientifiques. Même sur la façon de rédiger, on peut vous donner des trucs aussi évidents que arrêter d'utiliser les verbes montrer, dire, je montre, l'auteur a dit, etc., etc. Il y a plein de synonymes qu'on peut utiliser pour développer des qualités rédactionnelles de manière assez simple. On vous accompagne également sur l'aisance oratoire qui devient de plus en plus importante dans le bac. Et là, je pense à la fois au français et à cette épreuve de grand oral toute neuve. Et puis, on vous accompagne également sur un dernier axe qui est l'orientation et la projection, puisque tout ce que vous faites est de plus en plus, et c'est tout l'enjeu de la réforme au lycée, se doit d'être une préparation pour les études supérieures. Et donc, il est important, plus qu'avant et plus tôt qu'avant surtout, d'avoir une vision de votre orientation et de pouvoir vous projeter. Ça a en plus une autre vertu pour moi, c'est que quand on sait pourquoi on étudie, en règle générale, on prend plus de plaisir, on a plus d'intérêt et donc on réussit davantage. Et donc, le fait de pouvoir se projeter et de connaître la raison du travail qu'on fait en première terminale, c'est aussi une des clés pour nous de la réussite dans les matières de la première et de la terminale. Donc voilà, donc un accompagnement PGE-PGO sur ces 4 axes, dont je ne vais pas dire plus que ça, puisque vous allez trouver tous les détails sur notre site. Et également, vous allez pouvoir poser les questions si vous en avez, à la fois sur cette adresse mail, contact @prépa grandes écoles, ou bien sur notre numéro de téléphone, ou sur les réseaux sociaux, où on est toujours très heureux de répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient, que ce soit sur les matières ou sur les accompagnements. Voilà, donc j'ai terminé pour le contenu. Est-ce qu'avant de vous quitter, il resterait des questions, quelles qu'elles soient, auxquelles vous pensez que nous puissions répondre? Donc, je vous laisse la parole quelques instants avant de vous dire au revoir. Bon, écoutez, je vous remercie. Je pars du principe que nous avons répondu au fur et à mesure. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci Jérôme d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je Merci. vous dis à tous à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail ou ce numéro de téléphone. Au revoir à tous et merci.